Salut! J'ai publié un réel qui a beaucoup interpellé la semaine dernière et je faisais le lien dans ce réel entre l'intuition et le soin que j'apporte à mon propre corps. Donc ici, dans cette vidéo, donc sur YouTube, je vais te dire comment je prends soin de mon corps vraiment très précisément pour être intuitive, pour être efficace. Je vais te dire précisément aussi comment je m'organise. Je te montre ça dans mes carnets. Et je vais te dire aussi les actions que tu peux toi mettre en place pour arriver au même type d'organisation. D'abord, on regarde le réel ensemble. Je voulais faire un point. Quand on parle de développer son intuition, on oublie toujours, enfin j'ai l'impression, un truc mais super essentiel. C'est que l'intuition passe vraiment par le corps et si tu prends pas soin de ton corps, que tu l'écoutes pas, que tu le respectes pas, il risque pas de se passer grand-chose. À titre personnel, ça veut dire plusieurs choses pour moi. Déjà, je prends soin de mon temps de sommeil. Je me couche à des heures régulières. Je me lève aussi à la même heure tous les matins, même le week-end. Je vais regarder le soleil dehors le matin. Je donne à manger à mon corps des choses qui lui font du bien, je privilégie les fibres, je lisse vraiment tout ce qui est courbe de glucose. Je pratique pendant les 3 premières semaines de mon cycle le jeûne intermittent, ça me réussit plutôt bien honnêtement. J'ai supprimé aussi depuis très très longtemps, je fais le compte, ça doit faire 17 ans que je fais ça, tout contraceptif hormonal. Du coup, je suis très connectée à mes cycles, je sens mes ovulations, je m'autorise à tout ralentir aussi la semaine avant mes règles. Je fais du yoga ou du fitness tous les matins, ou presque. Ton intuition parle par ton ventre, parle par ton sexe, parle avec tes mains aussi, et sans outils de connexion fonctionnelle qu'est ton corps, sans une confiance en ton corps, sans un respect de ton corps, de ton être physique, tout va devenir très très fastidieux au niveau intuitif. Aujourd'hui, ça va être un peu une vidéo blabla. Je vais vraiment t'expliquer comment je prends soin de moi, comment je m'organise. Ça peut être assez long, donc fais autre chose en même temps. Tu as le droit d'aller faire ta vaisselle en même temps, tu n'as pas forcément besoin de tout regarder. Donc, en fait, ce que je vise pour moi, c'est un état optimal pour ma propre forme, pour ma propre clarté mentale, pour mon organisation, parce que je me rends compte petit à petit que ça va vers plus d'intuition, ça m'amène à être plus intuitive et à être aussi beaucoup plus efficace. Le but général pour moi dans toute mon organisation, dans tout mon développement personnel, c'est finalement, tout bêtement, de vivre le plus longtemps possible en étant autonome. Ça ne m'intéresse pas spécialement de vivre jusqu'à 120 ans ou un truc comme ça si je suis grabataire au fond d'un lit, mais par contre ça m'intéresse très très fortement de vivre jusqu'à 95 ans en étant au max de mes capacités. Et aussi ce que je souhaite à travers tout ça, à travers cette organisation, à travers ce développement personnel, c'est d'être le meilleur humain possible tout simplement pour les autres autour de moi. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je fais le constat que dans tout le monde de l'intuition, de la spiritualité, les personnes ont tendance à passer directement à un niveau un peu complexe de l'évolution spirituelle ou l'évolution intuitive. C'est-à-dire qu'elles vont proposer ou elles vont faire des exercices intuitifs, de la visualisation, de la concentration, l'achat de matériel, ça pour le coup, achat de matériel à fond la caisse, de rechercher des blocages psychologiques aussi. Et en fait, je réalise que ça a du mal à tenir en tout cas dans le temps parce que la base n'est pas bonne et qu'il y a besoin d'entretenir la base avant tout. Et la base étant bien manger, bien s'entourer, bien dormir, bien faire caca, ok? Et je vais te montrer ici comment je fais moi et comment aussi j'organise ça dans mes journaux. Déjà, très important, ça passe très très fortement par le respect de mes propres cycles menstruels. Donc tu vas remarquer ici que je vais m'adresser surtout aux femmes parce que je marche moi-même avec mon propre rythme de femme. Donc c'est vrai que je vais vraiment appuyer là-dessus parce que toute mon organisation découle de ce rythme féminin. Donc je ne prends pas de contraceptif hormonal qui, à mon sens, déconnecte du corps. Donc j'ai vraiment, et je vis à fond, 4 semaines de mon cycle, je sens mes ovulations, je sais quand mes règles vont arriver parce que je le ressens à l'intérieur de moi. Donc, et je distingue très nettement 4 énergies différentes tout le long de mon cycle et tout dans mon organisation s'accorde énormément en fonction de ça. Donc j'ai ma semaine 1 qui démarre avec mes règles. Cette semaine-là, en général, je suis 1 jour ou 2 jours un peu down où j'accuse un coup de fatigue et de drainage des règles et j'ai besoin d'une pause juste de fatigue en fait.
Et sinon, je le vis vraiment comme une semaine de démarrage et d'envie. Je sens vraiment sur cette semaine à l'intérieur de moi une espèce de locomotive qui reprend vie et qui me mène vers l'avant. Et je laisse libre cours complètement à ça. Donc sur cette semaine, mis à part le premier jour et des fois les 2 premiers jours. La semaine 2, c'est la semaine qui va comprendre l'ovulation, qui est juste avant l'ovulation et pendant l'ovulation. C'est la semaine où clairement je peux me charger au niveau du boulot. Je peux encaisser le stress sans aucun problème. D'ailleurs, le stress que je ressens est du bon stress, c'est plutôt de l'envie, de l'enthousiasme, de la stimulation et de l'éveil vraiment très très fort. Semaine 3, qui est après l'ovulation, c'est vraiment un temps de ralentissement. Je travaille toujours, mais je me mets vraiment à être plus dans le respect de mes envies, de ma fatigue, etc. Et la semaine 4, c'est la semaine avant les règles où je ralentis plus. Et en fait, je constate que plus je respecte ce rythme, mieux tout se passe. C'est-à-dire mon intuition est plus développée, ma gestion du stress se passe beaucoup mieux, mes rapports humains sont plus fluides, j'ai une meilleure capacité à me concentrer, je suis plus fière des accomplissements auxquels je parviens. Bref, il y a tout qui se passe mieux en général. Plus précisément, comment est-ce que je vais gérer l'aspect nourriture de ma vie? Déjà, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps avec la reconnaissance des travaux de Jessie Inchauspé. Alors, je parlais de pas mal d'auteurs ou de meneurs ici, de leaders dans leur domaine. Je te marque de toute façon tous les liens vers ces auteurs-là en dessous de la vidéo. Qui a écrit, donc Jessie Inchauspé, qui a écrit le livre Glucose Révolution et que j'ai écouté surtout sur de très nombreux podcasts et je me suis vraiment à manger en fonction de ce qu'elle indiquait. Le principe pour elle, c'est de lisser notre courbe de glucose, la courbe de glucose qu'on a dans le sang en fait, tout simplement parce que c'est mauvais d'absorber énormément de glucose et du coup dans un pic d'activité et besoin de gérer, de devoir avoir des doses massives d'insuline dans notre corps pour gérer tout ce glucose qu'on absorbe et ensuite avoir des chutes et ensuite reprendre du glucose et etc. Être dans cet effet de énergie, non énergie et avoir du mal à gérer ça, avoir du mal aussi à gérer son poids sur l'ensemble de la journée et du coup de la semaine, des mois, etc. Donc les principes qu'elle donne dans son livre visent à vraiment lisser cette courbe de glucose, en faire quelque chose d'assez stable, tout simplement en changeant l'ordre dans lequel on mange les aliments. C'est-à-dire qu'on va manger de préférence avant tout ce qui est fibreux et ensuite tout ce qui est protéines et gras et ensuite seulement ingérer tout ce qui est sucre. Quand je parle de sucre, ce n'est pas des sucreries ou des pâtisseries, c'est aussi du riz, c'est aussi des pâtes, c'est aussi des pommes de terre. Donc ça peut être tout ce qui est sucre lent et c'est évidemment toutes les boissons sucrées. Donc j'ai pas changé grand chose à ce que je mangeais au final, mais je change vraiment l'ordre de l'ingestion de mes aliments et honnêtement ça a changé beaucoup de choses sur mon niveau d'énergie et mon niveau de santé, mon niveau inflammatoire en général. Je ne mange plus de sucre, genre jamais, même du sucre lent, même si c'est un fruit, sur un estomac vide. Si je dois rompre un jeûne ou si je dois me lever le matin, je ne commence jamais avec du sucre, d'accord? Et au-delà de Glucose Révolution là, que j'ai lu, qui m'a été enseigné, je suis allée plus loin avec le docteur Mindy Peltz, je te mets aussi les coordonnées en dessous, qui, elle, m'a vraiment indiqué comment adapter mon régime et surtout les états de jeûne ou de jeûne intermittent au cycle menstruel. En fait, dans les périodes où l'œstrogène prédomine, c'est-à-dire les 2 premières semaines du cycle, jeûner ou faire du jeûne intermittent. Oui, juste un point sur le jeûne intermittent. Jeûne intermittent, ça veut dire qu'on va agrandir notre fenêtre de jeûne qui, si on prend 3 repas par jour, normalement, n'est concentré que sur la nuit, mais de, en plus, ne pas manger soit le petit déjeuner ou ne pas manger de repas du soir. Personnellement, quand moi je parle de jeûne intermittent, je saute le petit déjeuner. Au petit déjeuner, je ne prends pas de calories, je ne prends qu'un café. Et donc, elle dit qu'en période où l'œstrogène prédomine 2 premières semaines du cycle, c'est ok de jeûner, c'est ok de faire du jeûne intermittent. Donc pour moi, c'est des périodes où oui, soit je vais faire juste du jeûne intermittent et des fois je vais même un peu plus loin que le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je vais louper aussi le repas de midi et me mettre à manger soit en cours d'après-midi, soit carrément dans la soirée, ce qui est vraiment détoxifiant et permet aussi de commencer à manger nos mauvaises cellules, de créer un processus d'autophagie et de commencer des actes, enfin de permettre au corps de s'auto-guérir en venant manger les cellules qui ne sont pas bonnes pour nous dans notre corps.
Et ensuite, en période progestéronique, c'est-à-dire les 2 dernières semaines du cycle menstruel, je jeûne si je veux en semaine 3 et j'arrête complètement toute histoire de jeûne intermittent, etc. la semaine juste avant mes règles. Tout simplement parce que ce sont 2 semaines où la progestérone doit se développer en nous pour notre bonne santé de femme, on va dire, et que la progestérone ne se développe pas sous stress, et le jeûne est un événement stressant, pas forcément stressant dans le sens mauvais stress, mais dans le sens nous met en alerte, nous met en état de vigilance, et cet état de vigilance empêche la progestérone de se développer comme elle devrait se développer. Donc là, j'enlève le stress du jeûne, mis à part les jours où j'ai vraiment envie de le faire, où ça me paraît naturel de le faire. Et aussi, la progestérone a plus besoin pour se développer de glucose. Et du coup, il y a un apport en glucose qui est quand même plus massif, plus conséquent. Donc, pour reprendre un petit peu ce que je te dis là, comment est-ce que je mange et comment je jeûne selon le cycle, en semaine 1, donc semaine règle et post-règle, c'est, mis à part le tout premier jour des règles où je fais vraiment ce que je veux, je suis en jeûne intermittent et plus si j'ai besoin ou envie. Semaine 2, pareil. Semaine 3, donc après l'ovulation, je jeûne intermittent, en intermittence, je fais du jeûne intermittent, voilà, mais sans plus. Et en semaine 4, pas de jeûne du tout, je m'autorise vraiment à manger plus de glucose en général. Pour ce qui est de l'activité sportive, j'adapte aussi mon activité sportive en fonction de mes cycles. C'est-à-dire semaine 1 et 2, c'est exercice intensif, je vise le cardio, je vise le travail musculaire, je me pousse au cul, même si j'ai pas envie de faire du sport, je vais dire ouais, Margot, tu vas y aller maintenant, et j'y vais. Et en semaine 3 et 4, je suis dans un travail plus doux, plus de stretching. Et en semaine 4, je ne me force pas du tout à faire du sport si je suis fatiguée et que j'ai pas du tout envie d'en faire. Donc avant les règles, c'est vraiment respect total de mes envies de fainéantise. Et c'est aussi ce qui me permet d'être complètement OK avec moi-même. Je termine presque à chaque fois mon sport par une méditation qui va durer entre 5 et 25 minutes. Donc ça, j'ai une méditation qui est quasi quotidienne. Et pour les 2 premières semaines du cycle, donc en début de cycle, en période œstrogénique, je fais en plus des exercices respiratoires avec souvent des périodes de respiration intense plus apnée qui permettent chez moi d'entrer en mode vraiment pause dans mon corps et d'avoir des extensions de conscience qui sont, pour le coup, qui m'amènent à vraiment être beaucoup plus intuitive. Si tu veux regarder ça, il y a la méthode Wim Hof qui entraîne justement à ces périodes de respiration vraiment fortes, plus apnée. Et je te mettrai aussi les coordonnées des méditations respiratoires que je suis ces temps-ci qui s'appellent Breath with Sandy, qui sont vraiment cool à faire. C'est plus sur un rythme musical en plus. C'est vraiment très doux et très sympa à faire. Donc si ça t'intéresse, ces exercices respiratoires, je te mettrai aussi les coordonnées. Sinon, je peux écouter des vidéos de yoga nidra sur la semaine plus en mode les 2 dernières semaines du cycle, les semaines progestéroniques, pourrait vraiment être dans un état de meilleure conscience de mon corps et de lâcher prise de toutes les petites tensions musculaires. Oui, le yoga nidra, si tu ne le sais pas, ce n'est pas du yoga positionnel. On ne va pas faire des choses, c'est juste, tu t'allonges la plupart du temps où tu es assis, tu fermes les yeux et tu passes, c'est comme un scan corporel en fin de compte, c'est une plus grande conscience de tout son corps, mais ça ne passe pas par un exercice physique. Je te parle aussi des horaires de coucher. Le but, c'est juste d'avoir les horaires de coucher le plus réguliers possible et c'est tout. Je me prépare à faire dodo environ vers 22h, ce qui fait que je suis au lit entre 22h et 23h et je me réveille et je me lève systématiquement à 7h et la plupart du temps, je fais une petite sieste vers 13h. Parfois, c'est dur pour moi de respecter mes horaires de coucher, surtout si on est devant un bon film, mais en fait, je me force à être très carré en période prémenstruelle parce que c'est là que j'ai vraiment besoin de sommeil, que j'ai vraiment besoin de repos et que j'ai besoin de respecter ces temps. Sinon, je pète un câble. Et puis, sinon, mes horaires de lever, donc vers 7h, c'est toujours la même chose. Et je me lève avec facilité, même en vacances, même le week-end. En fait, là, pour moi, c'est pas, je me force pas à me lever à 7h. C'est juste quelque chose qui est assez naturel pour moi. Je suis pas mal du matin, donc c'est pas un réel effort pour moi de maintenir ce rythme, de me lever toujours à la même heure, même en vacances. Donc tu vois que je fais très attention à vivre selon mes cycles parce que pour moi, quand il y a un vrai respect, notamment de la semaine prémenstruelle, ça permet d'avoir des périodes de règles qui sont franchement faciles.
Personnellement, je n'ai pas de saignement hémorragique, je n'ai pas de douleur particulière, je n'ai pas de maux de tête, je n'ai pas d'irritabilité, je saigne pas extrêmement longtemps. Tu vois, pour moi, il y a quelque chose de facile durant mes règles et c'est une période que j'aime bien accueillir. Ça veut aussi dire renouveau de mon cycle, etc. Et ensuite, vraiment, quand je fais vraiment attention à ça, ça décuple énormément mon intuition, ça décuple ma clarté mentale, du coup ma capacité à prendre des décisions, à avoir des discussions, et ça décuple ma capacité de concentration, ce qui n'est pas négligeable. Je veux aussi ajouter que j'ai un rythme surtout sportif qui va changer avec la saison et avec la chaleur. J'ai tendance à faire du sport le matin quand il fait chaud parce que j'ai besoin d'en profiter, parce que quand vient la fin d'après-midi, c'est juste pas possible pour moi de faire du sport quand il fait vraiment très chaud. Donc je privilégie le sport le matin. Mais par contre, dès qu'il fait plus frais, dès qu'on arrive sur l'automne, j'ai tendance à faire du sport plus aux alentours de 17 h. Et dès le matin, dès que j'ai bu mon café et tout, je me sens vraiment dans un espèce de jus mental qui me donne très 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 envie de me mettre à travailler tout de suite. Et à ce moment-là, je commence tout de suite à travailler le matin sans faire une pause sport le matin. Là, je t'invite à évaluer comment ça marche pour toi, bien sûr. Alors, il y a encore des choses que j'aimerais améliorer, bien sûr, pour moi et qui ne sont pas du tout optimales pour moi. Déjà, je ne marche pas assez. Il y a une période de ma vie où je marchais beaucoup, beaucoup plus que ça. Je marche dès que je peux, mais en fait, le fait est que j'ai un mode de vie qui est relativement sédentaire, que je travaille assise, mes déplacements se font surtout en voiture et je trouve que je ne marche pas assez. Je me pose la question de faire, tu sais, il y a des petits défis en ligne, il y a des applications qui te permettent de compter le nombre de pas, d'avoir des récompenses tous les tierces nombres de pas. Je me pose la question de faire ça, ça me pousserait peut-être effectivement à marcher plus parce que c'est un élément qui manque peut-être à ma vie et à mon bien-être physique. L'autre chose que j'aimerais plus faire et que j'ai un peu de mal à faire, c'est de sortir, m'exposer au soleil dès qu'il fait jour. Je sors pas systématiquement de chez moi le matin tôt, mais j'aimerais plus le faire parce que c'est important pour le rythme circadien d'avoir une exposition des yeux au soleil dès qu'il fait jour pour vraiment ancrer le truc de maintenant c'est le jour, après c'est la nuit. Ça fluidifie le sommeil, ça fluidifie l'activité diurne et c'est quelque chose que je ne fais pas encore assez et que je regrette un petit peu. Autre chose que je devrais rectifier pour être dans un état optimal et que je ne rectifie pas, et je ne sais pas si j'ai envie de le rectifier, c'est ma consommation d'alcool tout simplement. On va dire que je vais consommer de l'alcool 2 fois par semaine, des fois 3 fois, des fois 1 fois, des fois pas du tout. Mais tu vois, il y a comme ça une espèce de moyenne. Je me fais jamais de mur, je suis pas une grosse... J'aime pas être très alcoolisée, mais j'aime prendre un verre de vin, j'aime prendre un verre de bière. J'associe encore vraiment l'alcool à la détente, à la convivialité, à une forme de récompense de fin de journée aussi. Tu vois, un apéro avec mon mari, rejoindre des amis, etc. Et puis, ouais, du coup, par exemple, quand je vais au restaurant le soir, pour moi, c'est compliqué de ne pas accompagner le repas que je fais au resto d'un verre de vin. Pour moi, ça va avec. Et je pense pas que j'ai une surconsommation d'alcool. Je pense pas que c'est mauvais pour ma santé au point où j'en prends. Mais par contre, je pense que l'alcool, de toute façon, c'est mauvais pour le corps. Et que si je voulais vraiment fonctionner dans un état optimal, il n'y aurait pas d'alcool du tout dans ma vie. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais avoir plus, c'est au niveau vraiment du cercle relationnel. Je pense que pour une bonne santé physique et mentale, il y a besoin d'être entouré de personnes qui nous font du bien. Et c'est pas que c'est pas le cas pour moi. En fait, moi et mon mari, on a un cercle assez large, mais au sens France et même au-delà de la France. Et du coup, quand on voit du monde, c'est surtout en bougeant. Et au niveau local, c'est peut-être, en tout cas ces dernières années, ça s'est sans doute pas mal appauvri. Et du coup, si je devrais être dans un état vraiment optimal, ce serait en étendant mon cercle relationnel sur place. Là, je commence à rencontrer un groupe de thérapeutes depuis juin, mais je ne sais pas si ça va être entièrement satisfaisant pour moi, si le genre d'individu qui s'y trouve, c'est vraiment ce qu'il me faut. Je ne sais pas. J'ai 2 amis ici que je vois régulièrement. Je vais souvent travailler dans un café au moins 2 fois par semaine, des fois pour faire du travail collaboratif, des fois c'est juste seul et puis ça me fait du bien d'être entourée de monde et puis ça me permet aussi d'être bien concentrée. Mais il y a quelque chose à développer pour moi vraiment à ce niveau-là encore. Et je travaille aussi vraiment selon mon rythme de concentration possible. Et ça, je sais qu'il diffère selon les individus. Mais moi, je peux être vraiment intense le matin au niveau concentration mentale, être en immersion. Je suis seule la plupart du temps ou dans un café, mais je me mets dans ma bulle. Je fais vraiment une tâche de fond pour mon entreprise.
je n'utilise pas les réseaux sociaux. Et puis ensuite, vient le temps de midi où je me fais une pause, clairement, où je me fais souvent une sieste. Et ensuite, l'après-midi, je reprends un travail, mais en mode plus chill, moins intense mentalement en tout cas, qui me demande moins de concentration. Ça va être des rendez-vous, ça va, par exemple, j'ai fait la semaine dernière les impressions pour l'expérience tarot, donc ça va être faire les impressions, ce genre de choses. Et je finis en général ma journée de travail aux alentours de 16 heures. Et j'essaye d'arrêter complètement les réseaux sociaux à partir de ce moment-là, parce que j'ai utilisé souvent les réseaux sociaux durant l'après-midi pour faire mes stories, pour converser avec mon audience en ligne, etc. Mais parfois je craque et j'utilise les réseaux sociaux bien après 16 heures. Mais en tout cas, j'essaye de ne jamais les utiliser, sauf exception, après 18 heures. On passe à l'aspect plus organisationnel de ma vie et du coup, plus carnetteuse de ma vie. Donc, je fonctionne toujours en 2 carnets, mais avant, là c'est un Stalogy que tu vois ici, mais juste avant ça, j'avais mon journal qui est toujours mon Leuchtturm et j'avais en plus un agenda papier. Et dans l'agenda papier, dans chaque rubrique quotidienne, je notais les trucs que j'avais à faire dans la journée. Je fonctionne aussi, mes rendez-vous pris de façon officielle ou mes blocs horaires sont sur Google Agenda, sur mon ordinateur. C'est nécessaire aussi parce que je prends des rendez-vous en ligne et du coup pour pouvoir caler des rendez-vous en ligne, il faut que ça s'intègre à mes autres créneaux disponibles. Donc je fonctionne avec Google Agenda en ligne pour tous les créneaux qui sont placés. Et maintenant, j'ai laissé tomber l'agenda papier où je notais un peu mes to-do et je suis passée sur un système journal avec le Leuchtturm et le Stalogy pour l'organisation et les to-do du jour. C'était pour plus de clarté. Clairement, j'avais besoin de gagner en clarté et c'est aussi juste pour l'amour d'écrire moi-même un système de notes. J'adore le système papier, j'adore les carnets, bref. Et ce système-là avec Stalogy, c'est venu avec quelque chose qui a été relativement récent pour moi, qui est la planification de toute mon activité professionnelle à l'année. Avant, je fonctionnais pour organiser mon activité professionnelle, mes lancements, ce dont je parle, qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que je vais faire. J'organisais ça par trimestre, donc tous les 3 mois et des fois même carrément au mois même. Et du coup, ça me plaçait dans une position où j'étais très dans la réaction. J'avais du mal à voir sur le long terme. Et ça, tu vois, j'avais vraiment une activité qui fluctuait selon mes envies, mes impulsions aussi. Mais au final, souvent, ça débouchait sur beaucoup trop de travail acharné. J'étais trop dans la réaction. Du coup, j'étais vraiment en train de subir ma propre activité. J'avais pas de visibilité de long terme et donc souvent, j'étais envahie d'un sentiment de panique et de non-sécurité parce que j'avais toujours en tête, mais comment ça se passe dans 2 mois ? D'où viennent mes revenus dans 2 ou 3 mois, tu vois ? Parce que je ne le savais pas, tout simplement. Et tu vois, je fonctionnais en plus de façon de plus en plus tendue parce que plus mon entreprise grandit, plus j'ai de frais réguliers du fait du fonctionnement de mon entreprise. Et donc, c'est nécessaire de gagner de l'argent pour nourrir l'entreprise elle-même. Et tu vois, il y a un truc, un serpent qui se mord la queue là, qui n'était pas sain du tout. Et donc, dans le Stalogy, j'ai noté mon système vraiment de lancement sur l'année. Tu vois, 2023, 2024 et tout ce qui va se passer. Et tout découle en fait de ça dans mon organisation professionnelle à partir de maintenant. Et justement là, attends, pour le mois d'août, ce qui est noté, j'ai prévu une grande nouveauté qui est Opération Chariot. Ça, c'est un parcours gratuit de 3 vidéos et de ce livret d'exercices. En fait, c'est un peu pour les personnes qui se sentent perdues ou découragées ou qui sentent qu'elles stagnent au même endroit depuis trop longtemps. Donc là, je t'invite vraiment dans un parcours tarologique qui te force à être honnête avec toi et qui te permettra à travers des exercices très simples de savoir quoi faire pour la suite. Si tu veux souscrire sous la vidéo, c'est gratuit et tu peux partager sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta en me taguant. Je veux tout repartager et créer un vrai mouvement autour de ça. Mais bref, tous les 3 mois, je prends un nouveau carnet Leuchtturm, un nouveau journal quelque part. Dans ces 3 mois, je vais me fixer, tu vois, mes objectifs principaux pour les 3 mois et aussi ce que je prévois de lancer dans mon entreprise, le travail qui sera fait et aussi les autres projets personnels ou familiaux. Pour toutes les transitions d'un carnet à l'autre, je me fais une grande page de là où j'en suis. Là, je fais une transition, je fais un grand point selon les maisons
astrologique et ça, je le fais tous les 3 mois. Il faut savoir que chez moi, un carnet, c'est égal à une saison. Donc tu vois, ça c'est le carnet d'été, juin, juillet, août. Il y aura ensuite le carnet d'automne, septembre, octobre, novembre. Juste avant, il y avait le carnet de printemps, mars, avril, mai. Et ce que je veux aussi te dire, c'est que, en fait, sur une idée du compte Léna et Lune sur Instagram, qui est aussi hyper fan des Leuchtturm comme moi, les Leuchtturm, c'est la marque du carnet, elle a pris 1 an égale une couleur. Et du coup, moi, l'année dernière, regarde, c'est une année en bleu. Ça, tu vois, c'est toute mon année dernière. Avec le printemps, avec l'été, avec l'automne et avec l'hiver. Et du coup, cette année-là, ce sera une année dans les teints rose, violet. Ce que je fais tous les mois. Hop, il y avait le bilan de juin, le plan d'action de juillet. Là, il y a le bilan de juillet, le plan d'action pour août. Donc, tous les mois, je fais le bilan du mois précédent, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, les accomplissements, les regrets, mes nouvelles idées, et je planifie le mois à venir. Et je sais, dans la planification de ce mois à venir, que je vais avoir 2 semaines de travail intensives selon mes cycles, et une semaine moins intense, et une semaine à un tout petit rythme en semaine prémenstruelle. Et en fait, toutes les semaines, attends, je vais te montrer une semaine, ça c'est une semaine non remplie, donc je ne vais pas te montrer ça. Hop, voilà. Toutes les semaines, chaque week-end, je fais le bilan ici de la semaine précédente et je fais ce qu'il y a à faire pour la semaine d'après. Ici, c'est quelque part ce que j'aurai à faire la semaine 30, tu vois. Et je définis bien sûr ma semaine selon ce que j'ai défini pour mon mois. Je fixe aussi dans mon Google Agenda mes plages de travail selon ce que je dois accomplir. Du temps d'écriture, vidéo, de l'écriture pour les posts Insta, les pages web éventuellement, le temps de tournage, là où j'irai travailler au café, la prise en compte de mes rendez-vous, caler les rendez-vous qui n'ont pas été calés, etc. Et en fait, placer mes créneaux dans mon agenda me permet de voir si je remplis ma semaine trop et que je dois en enlever, ou si je peux encore fixer des tâches et j'adapte bien sûr à ma période dans mon cycle. Tu vois, je pense que c'est nécessaire quand on est entrepreneur de se diviser nous-mêmes entre la personne qui planifie, qui dit ce qu'on va faire, qui donne des ordres, et une personne qui est ouvrière, exécutante. En tant qu'entrepreneur, on est nécessairement à la fois patron et employé. Et je pense que diviser ces 2 rôles, ça permet de devenir forcément plus fluide. Parce que c'est impossible de faire les choses à la fois. De faire à la fois le rôle patron et employé en même temps, c'est limite impossible. Donc si tu es entrepreneur, si tu as du mal à agir ou si tu as du mal à t'organiser, tu as peut-être, toi, tendance à faire que planifier, et ensuite passer à l'acte. Ben, ça se fait pas vraiment, hein, ou ça se fait un jour, ou très petitement. Ou alors, à l'inverse, tu as tendance à faire des tas de petits trucs, tu vois, d'agir un petit peu n'importe comment, mais sans te donner de direction. Et là, je vais t'inviter à poser des temps où tu es patron ou patronne, et un temps où tu vas être ouvrière. Et du coup, tu vois, quitte à distinguer physiquement les deux. Tu peux par exemple porter un foulard dans certaines situations, tu peux avoir 2 endroits distincts chez toi. En tout cas, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire. Et ensuite, pour le tous les jours, ce que je vais faire sur un registre quotidien, dans mon journal déjà, j'ai des tableaux avec mon cycle menstruel. Ça, c'est ce cycle-là, tu vois, qui commence. Voilà. Et donc, je note où j'en suis, je note si j'ai fait du sport, je note si j'ai écrit pour moi, je note mon niveau d'énergie et de morale. J'ai des données qui touchent aussi un peu plus la santé. Je vais noter aussi tous les jours, attends, où est-ce que c'est ça ? Tous les jours, mon sport. Là, tu vois, il y a un grand blanc, c'est parce qu'on est parti en vacances et du coup, je marchais, je faisais des trucs. Mais je n'ai pas fait de sport au sens me prendre sur mon tapis de yoga, là. Donc je note le temps que j'ai fait du sport et ce que j'ai fait comme type de sport. Toutes les semaines aussi, je te montre une page de la semaine, je note un petit résumé de la journée de la veille. Et dans le Stalogy, je te montre comment ça se passe dans le Stalogy. Voilà. Je marque un souvenir de la veille, un joli souvenir de la veille ici, que je vais reporter ici dans une grande grille dans mon journal chaque semaine. Voilà, là c'est la page de un souvenir fun par jour, donc c'est ici que je reporte tous les jours un souvenir d'un truc qui a été fun
dans ma journée. Ça fait super plaisir de les noter après la fenêtre et puis à la semaine, pardon, et de venir les relire ensuite sur tout un mois. Et aussi, toujours dans le Stalogy, je viens noter ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc To Do Pro, To Do Perso. Et je fais le planning de ma journée selon les horaires, sachant que ça aussi, c'est noté dans le Google Agenda. Et je marque la semaine du cycle, quand est-ce que j'ai rompu mon jeûne et mon temps de sommeil. Et je laisse toujours de la place ici pour des idées qui me viennent en cours de journée. J'en ai honnêtement quasiment tous les jours. Je vais voir. Là, c'était en vacances, donc j'ai noté beaucoup plus, de façon beaucoup plus petite. Mais voilà, les idées sont là. Et du coup, je vais revoir en fin de semaine toutes ces idées. Je vais les ranger, je vais les mettre dans l'agenda ou je vais les laisser tomber si tout compte fait, ça ne vaut pas le coup. Souvent, c'est des idées que j'ai pu implémenter le jour même. Donc voilà. Et, super important, tous les jours, petit pas inconfortable du jour qui me fait avancer. Ok ? Je te conseille de faire ça aussi, surtout si toi, tu as une entreprise ou que tu veux changer quelque chose de fondamental dans ta vie, que quelque chose doit progresser dans ta vie. Parce que ça va te permettre deux choses fondamentales. Déjà, ça va te permettre d'être confortable avec l'inconfort. Et ça, c'est nécessaire si tu veux développer quelque chose qui n'est pas naturel, tu vois, qui ne découle pas tout simplement de ta vie. C'est nécessaire aussi, pour moi, pour garder une certaine inspiration, une certaine envie, un certain goût de la vie et même du bonheur. Les humains, à mon avis, sont faits pour rester fit physiquement et mentalement parce qu'ils font des trucs durs, des trucs qui les challengent et des trucs qui ont un grand sens pour eux. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième chose que ça va permettre, c'est de vraiment avancer dans ce qui compte pour toi. Souvent, faire ce qui compte, ça implique des pas qui sont difficiles ou qui font peur. Mais souvent, on préfère faire des trucs confortables à la place, type prendre des notes sur une nouvelle technique qu'on a apprise, ou type ranger sa maison, etc. Tu vois, ça permet de se dire qu'on fait quelque chose, alors qu'en fait, on ne fait pas ce qui est important. Et moi, avec la méthode de poser un pas difficile chaque jour, c'est de se dire, ok, je fais quelque chose d'un peu dur et ça va me permettre de cibler d'emblée ce qui est vraiment important pour moi et ce sur quoi je veux vraiment avancer dans ma vie. Et aussi, au quotidien, ce que je vais faire vraiment tous les jours, c'est tout simplement une page d'écriture pour moi ou de tirage de tarot. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est de la réflexion autour des cartes. Des fois, ça se fait sans les cartes. Et si je suis en fin de semaine ou en fin de mois, ça va aussi être des temps de bilan où je vais écrire en mode bilan. Ce type d'écriture ou d'écriture avec les cartes, je ne le fais pas tous les jours. On va dire que je le fais environ 5 jours sur 7. Donc, ce que je veux t'inviter à faire, là où tu vas plus entrer dans ta propre pratique à toi, parce que là, je viens de te décrire toute ma pratique à moi, mais ce n'est pas forcément ce qui te convient le mieux à toi. Je veux déjà que tu définisses ton rythme à toi. Quand est-ce que tu as besoin le plus de temps de repos, de sommeil? Quand est-ce que tu es le plus efficace au travail? Quand est-ce que tu peux faire du sport et là où tu es efficace en faisant du sport? Tu vois, est-ce que toi aussi, tu changes un peu de rythme avec les saisons comme moi? Et je t'invite à vraiment organiser tes journées en fonction de ça et à tester un système pendant environ un mois et changer ce système d'organisation si tu remarques qu'il y a des ajustements à faire. Tu ne testes pas pendant un jour, oui, faire du sport le premier jour, ce sera toujours chiant, hein. Mais essaye ça plusieurs jours et tu verras à un moment quel est le créneau qui te convient le mieux à toi. Personnellement, tu vois, quand j'étais salariée, quand je travaillais en CFA, quand j'enseignais auprès d'apprentis du bâtiment, j'avais une pause entre midi et 14h et c'était là que je faisais mon sport. J'allais en salle et je faisais du sport à ce moment-là. C'était le vrai temps de pause que je m'accordais aussi et qui me permettait de respirer. Je veux que tu choisisses une activité sportive qui te plaise le plus possible et à laquelle tu prends le plus de plaisir possible et que tu t'y mettes entre 1 à 7 fois par semaine. Ça va dépendre de l'intensité que tu mets dans ton activité sportive aussi. Honnêtement, il y a un truc à garder en tête, c'est que la première cause de mortalité chez les êtres humains, c'est dû à notre sédentarité. Donc il va falloir à un moment, même si ça fait mal aux gambettes, se bouger les fesses. Et note aussi, je t'invite vraiment à toutes les semaines noter comment tu te sens après avoir fait du sport. Et note aussi comment tu te sens pour les semaines où tu ne fais pas de sport. Parce que vraiment, c'est ça qui va te motiver. C'est, écoute, ça vaut le coup que je fasse ça tous les jours ou tous les 3 jours, je ne sais pas. Parce qu'au final, je me sens comme ça dans ma vie une fois que c'est fait.
C'est pas forcément faire du sport qui est le plus agréable, mais les états que ça nous fait atteindre après et l'état physique général dans lequel on est après, oui, c'est fortement appréciable. Et exception faite de si tu en as besoin pour ta santé et que tu es dans un traitement médical là-dessus, franchement, vire les contraceptifs hormonaux de merde qui ont fait des femmes des personnes empoisonnées sous progestérone comme si elles étaient tout le temps enceintes et qui tentent de vivre comme si elles avaient un rythme d'homme alors qu'elles sont des femmes. Et je veux aussi au niveau nourriture, quel que soit le régime que tu adoptes, que tu nourrisses bien le petit humain que tu es. Tu sais quoi manger qui te fait du bien. Je veux dire, si tu étais propriétaire d'un joli petit être humain tel que toi, tu lui donnerais quoi à manger? Tu le traiterais comment? Tu l'enverrais dormir à quelle heure? Et au niveau du travail, je t'invite à voir pour ton système d'organisation. En fait, pour moi, le meilleur système, c'est de voir ce que je veux faire et fixer ça au mois, tout ce que je veux faire, et ensuite à la semaine, tout ce que je veux faire, et ensuite à la journée, de caler vraiment les blocs horaires et de m'y tenir comme si un patron m'en avait donné l'ordre. Il y a une autre façon, tu vois, moi je fonctionne vraiment sur les blocs horaires que je me fixe, mais il y a une autre façon de faire qui est plus adaptable si par exemple, toi tu as un rythme très irrégulier qui est dû par exemple à un travail en décalé salarié, ou parce que tu as un bébé à la maison tout simplement, ou parce que tu as des problèmes de santé qui sont handicapants. Ce que tu peux faire, c'est te fixer ce que tu veux faire et lister une liste de tâches associées à ce truc que tu veux faire. Par exemple, tu veux créer une formation en ligne, tu vas lister toutes les tâches à faire pour aboutir dans ta formation en ligne et la vendre. Et du coup, sans te fixer au préalable les blocs horaires à la semaine ou je sais pas quoi, tu vas chaque matin te lever et te demander quoi faire pour avancer dans ton projet. Et tu vas choisir 3 tâches prioritaires à effectuer dans ta journée. Et si jamais c'est pas fait au bout de ta journée, tu les feras le lendemain. Et comme ça, tu vas voir peu à peu ton projet avancer, mais sans deadline qui soit stressante, sans t'imposer forcément des blocs horaires, et en restant très adaptable à ce que tu vis au quotidien. Je sais d'expérience que ce système est super dur à respecter dans le temps et que les blocs horaires obligatoires, finalement, c'est pas mal mieux parce que justement, ça te permet cette distinction nous patrons, nous employés. Mais après, honnêtement, on fait juste avec la vie qu'on a au moment où on vit. Et pour aller encore plus loin, je t'invite évidemment sur Opération Chariot qui est complètement gratuit. Et en fait, c'est vraiment un parcours en 3 vidéos qui vont déjà t'aider à voir précisément où t'en es dans ta vie et à assumer la responsabilité de là où t'en es grâce au tarot. De te dire quoi faire pour remettre du sens, pour gagner en énergie et en temps dans ta vie. Et franchement, tu vas être surpris parce que c'est complètement contre-intuitif comme conseil. Tu vas pouvoir voir à quelle grande typologie d'individus tu appartiens pour ce qui est de gérer et d'organiser tes projets. Il existe 2 grands types. Et enfin, selon ton type, je vais te montrer comment tu vas retrouver ton élan et faire les premiers pas pour te réapproprier ta vie. Et on se retrouve là-bas. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle journée. Le tarot peut changer ta vie. À plus.